La durabilité est-elle en train de perdre du terrain? Recul des règles ESG, hésitation politique, pression économique, guerre commerciale, l'élan de la transition semble s'essouffler. Mais est-ce vraiment un abandon ou plutôt le début d'une nouvelle phase plus réaliste, plus exigeante? Dans ce nouvel épisode du Regard décalé, Caroline Palombo, experte en investissement responsable et durable chez BNP Paribas, démonte les idées reçues sur l'investissement durable, analyse le backlash des marchés et rappelle pourquoi ignorer la durabilité aujourd'hui pourrait coûter très cher demain. Un échange clair, lucide et sans dogme pour comprendre ce qui est en train de se jouer et ce qui vient ensuite. Bonjour Caroline Palombo. Bonjour Gaëlle Foncelet. Alors c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Je tenais à t'avoir dans ce numéro du Regard décalé parce que j'avais envie de faire un petit point après tous les événements de cette semaine sur la durabilité. Mmh. Et je pense qu'on peut commencer avec un constat très général. J'ai l'impression aujourd'hui que la durabilité est en net recul dans les Mmh. mentalités, de manière générale. Oui, donc si on regarde les chiffres, hein, on peut estimer que 2015 a été une période, un moment phare, clé avec, la COP 21, avec, les objectifs de développement durable des Nations unies et on a eu une montée en puissance, je dirais, de ces questions de durabilité avec une montée de la réglementation. Alors c'est beaucoup plus facile de légiférer, ou en tout cas de rédiger des textes avant de devoir les mettre en application. Donc c'est cette espèce de montée d'espoir sur base aussi du constat du GIEC. Et puis surtout, je le vois au niveau des marchés financiers, puisque ça c'est mon job, on a vu aussi une tendance de fond qui est un contexte de taux d'intérêt relativement bas qui ont soutenu, tous les acteurs qui se mobilisaient en faveur de la durabilité, en tout cas les entreprises, puisqu'elles pouvaient se financer à bas prix. Et donc les taux ont monté, la crise allez, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, tout ça a créé au final un contexte à dégonfler l'écosystème et il y a un retour en arrière, a priori surtout au niveau des marchés financiers, je dirais. Oui, puis surtout en arrière, j'ai aussi l'impression qu'on le constate, beh, même dans les politiques, hein, on avait, porté cet, environnement et durabilité haut, fort et pour l'Europe, c'était même un des points essentiels, avec tout un accord qui avait été mis. Puis j'ai l'impression que petit à petit, bah, on fait marche arrière. On a ici, bah, évidemment ce Mercosur, hein, qui a fait l'actualité, ces dernières semaines, avec ce petit coup d'arrêt aujourd'hui, vu qu'il passe à la Cour, suprême, européenne en attendant un avis. Ceci étant, je peux quand même pas m'empêcher de constater qu'à un moment, l'Europe était prête à entendre les agriculteurs sur leurs problèmes de concurrentialité, avec ces pays, d'Amérique latine. Mais faire des aménagements signifiait faire un recul majeur en termes d'environnement et de durabilité, en acceptant, par exemple, à nouveau certains pesticides. C'est quand même une marche arrière dangereuse pour un pays, enfin, une Europe comme la nôtre, pour une institution politique. Alors je pense que le leadership au niveau européen, il se situe au niveau de la réglementation et de la capacité des entreprises européennes à accepter cette réglementation. En ce qui concerne le Mercosur, bon, c'est un sujet qui est hautement politique évidemment, mais on sent clairement qu'aujourd'hui la mise en application de toute cette réglementation, dans un contexte de guerre commerciale, a probablement un peu, refroidi les décideurs politiques parce qu'ils ont compris à quel point ils étaient, fragiles par rapport à ces problématiques de taxes douanières notamment. Et le recul généralisé est probablement lié à ça. Donc ce leadership est un peu en perte de vitesse à cause probablement d'une part de cette guerre commerciale. Mais par ailleurs, on arrive dans une phase, c'est la 2.0, voire la 3.0, où concrètement aujourd'hui, on doit vraiment faire pression sur les entreprises, faire pression notamment, sur les citoyens dans leurs actions de consommation et le retour en arrière, il vient parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, fondamentalement, la réalité économique n'est pas capable de mettre ça en place. Oui, parce que là aussi, gros recul, hein. Il y avait, dans tout ce pacte, ce Green Deal européen, il y avait entre autres, bah, tous ces critères ESG qui nécessitaient quand même et qui demandaient aux entreprises de pouvoir démontrer, ne fût-ce que leur volonté à Mmh. être dans l'environnement et la durabilité. Toutes ces mesures ont été, mais réduites à peau de chagrin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on laisse les entreprises en roue libre, business first, en fait. Alors, c'est pas complètement du business first, c'est-à-dire qu'on a allégé effectivement ce qui devait être publié en matière de données, hein. Dans un premier temps, donc c'était les entreprises qui employaient plus de 500 personnes et qui étaient cotées, hein, qui devaient, publier.
Maintenant ce sera 1000 personnes, mais bon, le problème, c'est que tous les partenaires de leurs écosystèmes dépendaient de ces données pour pouvoir eux-mêmes commencer à publier. Je pense aux petites structures ou aux petites parties prenantes. Donc ce retour en arrière est inquiétant, c'est vrai, mais il repose avant tout sur le fait qu'on a des cabinets d'audit, on a oui, des partenaires plutôt, comptables, je vais dire, qui ne sont pas prêts. Et je pense que l'Europe pensait faire autorité en imposant aux entreprises de faire cascader, toutes ces mesures dans toutes leurs activités et malheureusement, les entreprises ne disposaient pas elles-mêmes des partenaires nécessaires. Les entreprises ont d'abord dû, travailler sur leur précaré, leur industrie et malheureusement, toutes ces structures qui sont transversales, comme les cabinets d'audit, n'étaient pas prêts. Et donc aujourd'hui, il y a un léger recul, pas nécessairement de l'engagement mais c'est surtout un recul en termes d'accès aux données qui vont permettre de rapporter et on perd finalement la substance même de cet engagement à cause de ça. Mais je dirais que cette perte, elle concerne surtout les entreprises ou les acteurs qui étaient les moins convaincus, les moins spécialisés. On voit que les entreprises qui hier avaient déjà pris des engagements et s'étaient déjà adossées à des gros cabinets d'audit spécialisés, eh bien celles-là ne font pas marche arrière. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors tu dis, hein, la plupart des entreprises n'étaient pas prêtes. Même exemple et même constat finalement avec l'arrêt du thermique en 2035. On constate aujourd'hui que le secteur n'était pas prêt. Mmh. Est-ce que l'Europe finalement ne prend pas ses décisions en n'étant pas prête? Mais je pense qu'il y a une fois de plus une tentative peut-être de lobbying politique de la part de l'Europe à un moment donné, mais le monde économique, je le répète, c'était probablement pas prêt. On est dans une économie qui est mondialisée, et par ailleurs, il y a une problématique d'offre et de demande sur le thermique. Donc c'est-à-dire qu'on a inondé à un moment donné le système, en tout cas le marché de véhicules qui étaient hors de prix, avec des bornes de recharge, en tout cas les véhicules électriques qui n'étaient pas du tout, suffisantes. Et des véhicules beaucoup trop chers. Donc c'est-à-dire que le marché n'a pas suffisamment été régulé que pour répondre à ces contraintes qui étaient imposées par l'Europe. Alors je pense qu'on avance quand même globalement vers un peu plus de régulation du marché, d'abord avec une baisse substantielle des prix. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle et cette guerre commerciale, elle aura à moins apporté ceci, c'est que des partenariats se tissent entre d'autres régions du monde. Donc c'est-à-dire que on va plus tous acheter des Tesla. Maintenant, peut-être, on va aller vers d'autres régions du monde et on voit que les nouveaux partenariats se tissent sur base de transactions et pas sur base d'un cadre diplomatique général. Donc typiquement, il y aura des partenariats entre l'Europe et la Chine, peut-être pour les véhicules électriques. C'est un exemple de partenariat, mais là où l'Europe pourra, avoir d'autres partenaires sur d'autres sujets. Donc il y a quand même un espoir dans la précision, de ces partenariats et qui permettront peut-être d'avancer sur ces questions de la transition. Alors, on en parle, hein, de cette transition, de cette durabilité et on a déjà eu plein de fois l'occasion d'en parler, mais je pense que c'est important qu'on puisse y revenir. C'est que cette durabilité, elle a certes évidemment une importance pour notre planète et la viabilité de notre planète, ça c'est certain, mais il y a tout un pan économique essentiel et ne pas penser durabilité, ça peut nous coûter finalement très, très cher. Ah oui et ça, c'est un thème sur lequel l'Europe s'est beaucoup prononcée puisque, elle a imposé aussi aux entreprises de réfléchir, hein, à tous les risques, notamment environnementaux. Alors je pense notamment aux risques, ce qu'on appelle vraiment les risques physiques. C'est-à-dire une entreprise ou un citoyen, à quel risque physique est-ce qu'il est soumis? Et là, j'ai un chiffre absolument hallucinant qui dit qu'à peu près 10 des actifs immobiliers, côtiers mondiaux d'ici 2050 seront menacés par la montée des eaux. Et je Donc on traduit le petit appartement en bord de mer à Knock, il y a moyen qu'il soit plus là dans quelques années, quoi. Ah oui, mais ça peut être aussi une petite maison le long de la Vesdre et on l'a vu en 2021. Donc toute la précarité que ça peut entraîner, pour les plus démunis, mais aussi effectivement une perte de capitaux pour ceux qui sont, les plus nantis. Alors les risques physiques, c'est ça, il y a les risques aussi de transition, c'est-à-dire que la transition, par exemple, des énergies, fossiles, des sociétés des énergies fossiles, elle pourrait coûter plus de 1 400 milliards de dollars d'ici 2030. Donc c'est colossal et dans les retours en arrière, par exemple, ce qu'on appelle le backlash au niveau des marchés, on voit qu'il y a des entreprises qui ne font pas marche arrière parce qu'elles sont suffisamment avancées, justement, et elles ne négocieront pas ce retour en arrière. Et je pense notamment à toutes ces industries, ces entreprises américaines qui ont bénéficié de l'IRA, hein, l'Inflation Reduction Act, et qui ont dépensé ces subsides dans la transition de leur modèle économique.
Et donc on a beau dire, par exemple, aux États-Unis que, un Trump et sa sortie des accords du climat ou, le fait qu'il pousse les énergies fossiles, ça va, faire chuter les énergies renouvelables, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a on va avoir en plus une demande d'électricité qui va être colossale, plus 17 par an d'ici 2030 à cause de l'intelligence artificielle et on n'aura pas assez avec le fossile et puis surtout, les sociétés ne sont plus structurées dans leur approvisionnement énergétique pour aller vers le fossile uniquement. Oui, alors après, tu parlais aussi quand même, du fait que, bah, les marchés financiers, on le sentait, étaient un peu secoués par, ce recul de la durabilité. Est-ce qu'au final, on peut se dire qu'on est peut-être prêts tous les uns comme les autres, individuellement même, hein? Est-ce qu'on est prêt à cette durabilité? Est-ce que l'investisseur qui pense rentabilité peut, honnêtement se diriger vers de l'environnement et de la durabilité? Alors, il faut revenir sur cette croyance que beaucoup même de professionnels de l'investissement ont eu pendant des années, c'est être durable, c'est être moins rentable. Alors, c'est faux. Sur le long terme, rien ne le prouve. Il y a cette fameuse dynamique de taux d'intérêt qui a été défavorable aux entreprises qui investissent. Et j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, on a vu la bulle être à un cheveu d'exploser ici récemment pour les mêmes raisons, exactement. C'était intense en capital. Donc ça, c'est cyclique. C'est lié à des cycles économiques. Si les taux baissent, on pourrait avoir beaucoup moins de difficultés pour tous ces secteurs-là. Le retour en arrière au niveau des investisseurs institutionnels, il est aussi avant tout lié à la demande des investisseurs particuliers et leur rôle aujourd'hui, il va être colossal là-dedans. Moi, j'ai rencontré beaucoup de clients cette année-ci, beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit: «On est prêt pour la première fois à abandonner de l'argent, à abandonner du rendement, pas de l'argent, pour pouvoir avoir un réel impact sur la société». C'est la première fois que je l'ai entendu, mais j'ai aussi entendu des gens revenir en arrière. Mais dans ces considérations-là, alors il faut citer le nom des entreprises dans lesquelles ils investissent et leur montrer exactement vers où ça va. Mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, la société n'est pas prête et le coercitif, la régulation, la législation vont devenir fondamentales pour avancer. Alors, imaginons qu'on ait des auditeurs qui se disent: «Non, mais moi, je veux quand même me secouer un peu et tant qu'à faire des investissements, je voudrais penser durabilité». Comment est-ce qu'un investisseur peut prendre ça en compte quand il crée un portefeuille? Alors l'investisseur, bah, de toute façon, il est questionné aujourd'hui, hein, par son banquier. Il doit, citer ses préférences en matière de durabilité, mais chacun les implémente comme il le souhaite un peu, hein, quand même, Ouais, ouais. banquier ou ses gestionnaires d'actifs. C'est important, il a deux possibilités, soit de limiter l'impact négatif et là, et surtout dans un univers où on va juste avancer cas à cas en limitant son impact. C'est clair que c'est fondamental d'avoir cette approche-là pour tout le secteur traditionnel, y compris le fossile. Mais il peut augmenter le niveau de durabilité en disant: «Moi, j'ai un deuxième objectif, c'est que je veux vraiment renforcer tout ce qui est, énergie renouvelable, tout ce qui est lutte contre, les émissions de CO2», mais il peut aussi étendre ça à des facteurs sociaux et plus il va haut dans ces critères-là, plus il va effectivement accéder à des actifs ou à des gestions ou des gestionnaires qui prennent ça en considération. Alors, il ne faut pas qu'on retombe non plus dans le schéma de j'ai un haut niveau de durabilité, je perds ma performance, Mmh. ou en tout cas dans cette croyance, il faut être sûr de le confier à un expert qui va être capable d'aller sélectionner les meilleurs acteurs qui sont capables aujourd'hui de combiner la limitation de l'impact négatif et la contribution à des objectifs durables. Et dans ce contexte, je pense que l'expertise va devenir fondamentale. Et je termine peut-être ma réponse sur le rôle du monde académique dans ce contexte. On voit en fait, sur les derniers rapports qui ont été établis sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises sur les 20 dernières années, la qualité des normes, le seul secteur où ça croît encore, c'est le secteur académique. Tout le reste des autres secteurs, surtout depuis 3 ans, a baissé en partie ces normes ou en tout cas les a ajustées, les a rendues peut-être un petit peu plus pragmatiques aussi. Je donne l'exemple de certains labels, qui ont fait foi hier parce qu'il n'y avait pas de définition, et qui aujourd'hui sont accessibles parfois à certains asset managers qui, n'ont pas les moyens de se procurer ce label, ou dont la taille n'est pas suffisante que pour être intégrés, par ces labels. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir affaire à des experts dans le monde de la finance parce que eux, avec sincérité, vont pouvoir aller chercher les meilleurs. Alors tu parles d'experts, ça va être ma dernière question, mais c'est vrai que moi voilà, je me souviens quand on a fait une petite marche arrière avec ce ESG, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est dommage, à un moment donné, on a quand même dit aux entreprises: "On veut savoir avec qui vous travaillez" Mmh. et que vous prouviez, vous vous assuriez de avec qui vous travaillez veille aussi à la durabilité». Mmh. Tout ça, bah, maintenant, c'est plus obligatoire pour une bonne partie des entreprises. Est-ce qu'un expert aussi bon soit-il
peut avoir un œil lucide en n'ayant finalement plus ces datas-là des entreprises? Alors les datas, on les a OK. et les gestionnaires peuvent y accéder. Donc d'abord les données, on les a parce que, dans la directive SFDR, qui impose de la transparence aux asset managers, ils ont accès en permanence à l'exposition, des gestionnaires aux 2 grands objectifs dont j'ai parlé. Il y a beaucoup d'indicateurs qui se trouvent derrière. Donc ça, il y a beaucoup de transparence. Par ailleurs, ils peuvent aller sélectionner la qualité, je pense, parce que ils peuvent renforcer ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire l'analyse sur la maison de gestion et lui imposer de travailler sur tous les scopes de sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on travaille aujourd'hui, nous aussi, avec des asset managers dont c'est l'expertise, c'est-à-dire la capacité, par exemple, dans les émissions de CO2, à aller capter les scopes 1, 2 et 3. Et pour la directive européenne, donc qui est liée à la taxonomie, le rapport, ce qu'on appelle CSRD avec toutes ces données-là, il faut savoir que ça progresse. Il n'y a pas un arrêt, c'est un report, c'est pas nécessairement un report pour tout le monde non plus. Il y a un paquet d'entreprises pour lesquelles on a déjà ces données et je terminerai aussi peut-être par cette notion de guerre commerciale. Et le Covid, juste avant, nous a appris que maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, c'est fondamental. Or, la guerre commerciale, elle a vraiment joué avec le nerf de la guerre, c'est-à-dire le coût des produits. Et les entreprises ont dû revoir leur chaîne d'approvisionnement. Donc, ça veut dire qu'elles la connaissent bien mieux qu'il y a 5 ans d'ici. Et donc, elles ont au moins cette connaissance qui va leur permettre, je l'espère après, de pouvoir travailler sur des critères aussi fondamentaux, par exemple que les émissions de carbone. Eh ben, merci beaucoup Caroline. Je retiendrai quand même que finalement, chacun d'entre nous, à son échelle individuelle de citoyen, peut veiller à cette durabilité, qu'on a tous un rôle à jouer. Merci pour cet avis et ce regard. Avec plaisir.